Einstein a déjà dit, il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bon vendredi, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Mon nom c'est Yann Marceau, son nom à lui c'est Christian Page. Bonsoir! Salut Yannick! 30% d'augmentation d'écoute sur le web, 84 000 auditeurs qui nous écoutent sur le web de Montréal. On les salue, merci beaucoup d'être là. On va le dire, ça va bien les affaires, ça va bien les affaires. Oh, des auditeurs de Montréal. 84 000 auditeurs de Montréal, c'est la première fois que je vois ça. Normalement, c'est un 30, un 20, un 30, mais là, du 84 000... Bon, il y a peut-être un peu de François Legault là-dedans, là, mais il y a certainement du Christian Page. Comme le disait un illustre politicien du passé, Montréal, c'est ma ville. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Moi aussi, ça va bien, ça va bien. On est un peu sous tension dans les dernières semaines, de même que les auditeurs, j'imagine, parce qu'on a toujours peur que François Legault fasse une conférence de presse pour nous annoncer un prochain lockdown. Cela dit, jusqu'à maintenant, on y échappe, on continue de respecter les règles, mais ça fait peur. Et tu sais quoi, Christian? Des fois, je me réveille le matin et je me dis... Est-ce que je me réveille puis enfin je ne serai plus dans ce fameux film de science-fiction où je suis depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines? Effectivement, c'est une espèce de cauchemar qui s'éternise dans cette histoire de COVID-19. Mais ouais. Bon, on voit un peu la lumière au bout du tunnel. On a eu des bonnes nouvelles avec l'avènement des vaccins. Là. Bon, on sait que Santé Canada a autorisé le vaccin, tout ça. Tu sais. Bon, alors, on peut supposer que d'ici quelques mois, on aura un semblant de vie normale qui va réapparaître progressivement. Enfin, on se le souhaite parce qu'éventuellement, moi, je dois t'avouer, là, ça fait pratiquement un an qu'on est un peu confiné comme ça, 8-9 mois qu'on est confiné. Puis là, durant la période des fêtes, je sais que beaucoup de gens espéraient cette période-là pour pouvoir visiter amis et parents. Et là, on est encore une fois coincé chez soi. C'est pas l'idéal. Donc, bien sûr qu'on a hâte que tout ça se termine. Ouais, et pour un freelance comme toi, parce que bon, t'es travailleur autonome, oui. tu fais ta petite affaire, t'es avec nous le vendredi soir, t'écris des livres, ça doit être un peu inquiétant de savoir que tu peux pas rien budgéter, là, parce que tu sais pas si tes projets vont arriver ou non. Hein. Écoute, c'est amusant que tu dises ça parce que moi, tu connais l'expression ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et moi, quand je me suis lancé comme travailleur indépendant, je me suis dit, je vais un peu comme, entre guillemets, diversifier mon produit. Hein. C'est-à-dire, bon, je vais faire de la radio, je vais faire des séries télé, je vais écrire des livres, je vais donner des conférences. Alors tu dis, quelle que soit la source, s'il y en a une qui tombe, bien évidemment, j'ai les autres. Malheureusement, avec l'affaire du COVID, je comprends que tout a été balayé. Il n'y a pas eu de production de télévision, hein, donc tous les projets que j'avais pour la télé ont été mis de côté. Tous les projets de livres, bon, bien sûr, j'ai mon livre sur les ovnis qui est sorti cet automne. J'en ai un autre qui est sorti au printemps, qui est passé presque dans le vide, parce que bon, on était au début du COVID, qui était dossier Mystère 3. Mais c'est vrai que pour le domaine de l'édition, même si c'est vrai que les livres se sont plutôt bien vendus durant la période COVID, hein, visiblement des gens se sont redécouvert le plaisir de la lecture, n'en reste pas moins que pour les auteurs, c'est très frustrant parce on sort un livre, mais on ne peut pas faire de tournée de promotion, on ne peut pas parler du livre, les salons du livre ont été annulés, donc tu comprends, c'est une espèce de fenêtre, une tribune à laquelle on n'a pas eu accès, tous les auteurs, donc ça c'est très frustrant. Et puis bien sûr, il y a toute cette histoire de conférences, donc pas de conférences qui ont été données, encore là, j'aurais pu faire des conférences en fonction des livres qui ont été publiés, il y a
tellement de choses à dire. Ouais. Malheureusement, rien de ça n'a été dit. J'aurais bien aimé faire une conférence, là, j'aurais adoré faire une conférence sur les ovnis au Québec et raconter aux gens, au-delà de ce qu'on retrouve dans le livre, mes 25 ans au sein de cette communauté d'ufologues québécois avec des vertes et des pas mûres. Mais rien de ça n'est possible. Et bon, on peut anticiper que 2021 permettra de faire ça, mais c'est vrai que tout ça est très frustrant. Et même au niveau de la radio, on a eu au tout début de la crise du COVID, autant ça a été vrai pour les radios de Québec, en tout cas ça a été vrai pour Radio X, comme ça a été vrai également pour une autre radio sur laquelle je m'exprime à Montréal, qui est le 98.5. Justement, à cause de la fermeture des commerces, on a vu l'enveloppe budgétaire qui était consacrée à la publicité. Donc, tous les gens, tous les commerces qui mettaient des sous, par exemple, pour faire la promotion de leur commerce, de leur restaurant, bien évidemment, tout ça a fondu comme neige au soleil. Et comme les médias d'information, la radio, la télévision, dépendent de ces enveloppes-là, bien sûr, on a eu des restrictions. Et là, bien, finalement, quel que soit mon champ d'activité, je me suis retrouvé quelque part hypothéqué à cause de cette fameuse crise du COVID-19. J'ai réussi quand même à tirer mon épingle du jeu. Donc, il faut quand même reconnaître que dans certains cas, ma situation était moins pire que des gens qui ont tout investi. Moi, j'essayais d'imaginer, tu sais, dans les années 90, j'ai eu un commerce, j'ai eu un restaurant à Montréal qui s'appelle le Café L'Insolite. Écoute, j'avais mis là-dedans tout mon cœur, tous mes sous. Tu comprends, on a investi là-dedans. On espère que tout ça va fonctionner. Puis il y a probablement des gens, que tu as mentionné, les auditeurs qui nous écoutent à Montréal. Peut-être que certains d'entre eux vont se rappeler ce Café L'Insolite qui était toujours bondé. J'organisais des activités. Ça fonctionnait très bien. Malheureusement, j'avais choisi une rue où il n'y avait pas de stationnement puis qui était davantage piétonnière. C'était la rue du Lutte à Montréal. Écoute, il y a des soirs, là, je me rappelle les vendredis soirs et les mercredis soirs, entre autres, et les samedis soirs aussi, j'organisais des activités. Notamment, c'était le mercredi soir où je recevais toujours ce qu'on appelle les mancies. Donc, les mancies, c'est la lecture des lignes de la main, les cartes, les auras, tout ce que tu voudras. Moi, j'y crois pas, mais tu comprends, j'avais un café, je voulais organiser des activités et permettre aux gens à la fois de faire l'expérience de ces événements-là, mais en même temps d'en discuter. Et pour les gens qui sont dans le commerce de la restauration, malgré que moi, c'était quand même un petit café, c'est quand même très prenant. On est là 7 jours semaine, du matin au soir. C'est très, très prenant. Et c'est un peu la raison pour laquelle, éventuellement, j'ai quitté cet univers-là, parce que je n'arrivais plus à me consacrer à ma carrière de journaliste. Je pouvais plus faire de la télé. Je pouvais plus rien faire. J'étais littéralement coincé dans mon commerce. Mais malgré ça, ce que je voulais dire, c'est que les mercredis, là, donc, ces soirées mancies, là, les lignes de la main, les cartes, le tarot, ça fonctionne très, très bien. Les gens aiment ça, les gens sont curieux, puis en même temps, on peut comprendre pourquoi il y a un tel engouement pour ça, parce que dans le cas des mancies, c'est toujours une discussion à la première personne, c'est je. Donc, tu rencontres la tireuse de cartes, tu rencontres la personne qui va lire dans tes lignes de la main ou dans ton aura. Le discours se fait à la première personne. C'est il va t'arriver ceci, donc ça te concerne toujours toi. Et on est toujours un petit peu égoïste, on aime ça quand l'information nous concerne. Mais écoute, parce que j'avais choisi une rue piétonnière, tout le monde connaît les problèmes de stationnement à Montréal et aussi un peu dans le centre-ville de Québec, là. Donc, les problèmes de stationnement, les gens, le café était bondé, mais les gens arrivaient dans le café, ils étaient déjà un peu en furie, parce que là, ils rentraient en me disant « Ah, ça fait 45 minutes que je me cherche un stationnement. » Tu comprends? Donc, ça commence mal ta soirée, là. Tu sais, toi, tes accueils, bonjour, bienvenue au Café de l'Insolite. Mais finalement, les gens sont un peu de mauvaise humeur. Mais finalement, tout ça, ça s'atténuait parce que, bon, l'activité, c'était très, très ludique, très amusant. Mais là où je voulais en venir, Yannick, avec ça, quand tu as tout investi comme ça, là, moi j'essaie de penser là, avec l'histoire du COVID, les commerçants qui ont tout investi, toutes leurs économies pour ouvrir des commerces, et là éventuellement arrive cette histoire-là, les fermetures de commerce, puis je comprends que ces gens-là soient complètement furax, parce que tu as un petit commerce, tu as tout investi là-dedans, et là tu dois mettre la clé dans la porte, et à côté des géants comme Costco par exemple, sont ouverts.
Et en même temps, je comprends, le gouvernement veut pas, et on peut pas faire des règles pour chaque commerce indépendant. Tu dis, bon, ben, ce commerce-là, par exemple, Costco, parce qu'il vend de la nourriture, il est jugé essentiel, alors que l'autre commerce d'à côté, qui n'est pas dans la même classe, ne sera pas jugé essentiel, mais ce petit commerce, lui, malheureusement, il doit fermer au détriment du géant qui est à côté. Je comprends toutes les frustrations que ça met, et moi, je dois t'avouer, Yannick, que quand j'avais mon commerce, mon restaurant, je mettais tout mon âme là-dedans. Écoute, si j'avais dû mettre la clé comme ça là, dans la porte parce que il y a l'histoire de COVID en retournant chez moi, j'avais vu un truc genre Walmart ou Costco d'ouvert, j'aurais été tout à fait furax et je peux comprendre la position des commerçants. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, le gouvernement prend des décisions, il ne peut pas faire des exceptions, des lois d'exception pour chacun des commerces. Et qu'est-ce qui guide des fois les décisions gouvernementales? Ben, parfois, on n'est pas tout à fait dans les arcanes du gouvernement, donc il y a des choses qui nous échappent, mais je peux comprendre parfaitement la frustration. Et moi, bon, comme on dit, je me plains un peu le ventre plein parce que j'ai quand même réussi, avec mes activités, à tirer mon épingle du jeu, alors que d'autres commerces, visiblement, vont continuer de pâtir pendant encore de longues semaines, sinon de longs mois, de ce qui s'est produit avec cette histoire de COVID. Un jour, tout ceci ne sera qu'un vieux rêve, et lorsque nous serons vieux, on racontera cette histoire à nos petits-enfants, et ils diront « Papa, t'exagères. Grand-papa, t'exagères. » Ça devait pas être si pire que ça. Ah, voyons. Encore des histoires du grand-père. Ah ouais, il exagère toujours. Donc ce soir, on se change les idées. En ce vendredi 11 septembre 2020, on parle de l'étrange caveau Chase. Oui, c'est une histoire qui est tout à fait fantastique. Tu sais, moi, quand je parle des énigmes, hein, que ce soit les ovnis, les fantômes, tout ça, le type d'énigme qui m'intéresse le plus, ce sont les énigmes de l'histoire, les énigmes historiques. Hein, qui était Jack l'Éventreur, tous ces genres de trucs-là pour lesquels on n'a pas vraiment d'explication. L'homme au masque de fer, la comtesse Bathory, Gilles de Rais dont on a parlé. Et ce soir, je vais te présenter une énigme qui m'a fasciné, à un point tel que je me suis rendu sur place. Et en cours d'émission, on va mettre durant la pause, avant d'arriver au caveau Chase, je vais mettre sur le site Facebook de Radio X, je vais mettre des photographies que j'ai prises à l'extérieur et à l'intérieur du caveau Chase. Donc les gens qui écouteront notre petite capsule audio pourront avoir également une référence visuelle pour voir de quoi il est question quand on parle de ce caveau Chase. Mais pour te le résumer en quelques lignes, c'est un caveau qui se trouve à la Barbade et au tout début du 19e siècle, il y a eu une série d'inhumations dans le caveau et de façon mystérieuse, on constatait que les cercueils placés dans le caveau se déplaçaient. Et on n'a jamais trouvé, on reviendra sur on n'a jamais trouvé, mais enfin, l'histoire a été relayée comme ça dans les journaux locaux. Et aujourd'hui, je pense que tous les ouvrages en bibliothèque qui parlent des grandes énigmes de l'histoire ont tous quelques pages à consacrer à l'histoire du caveau Chase, qui est vraiment une histoire extraordinaire. Et ça me plaît de dire que j'ai quand même contribué à la découverte de documents à propos de ce caveau Chase qui, jusqu'à maintenant, qui était tout à fait inconnu des chercheurs. Donc, lorsque je me suis rendu à la Barbade, j'ai pu consulter les archives de Bridgetown, qui est la capitale, et en fouillant avec les archivistes là-bas, on a déterré 2 documents qui sont assez importants dans l'histoire du caveau Chase, qui, là aussi, je mettrai en ligne sur le site de Facebook de Radio X dans le courant de la soirée pour que les gens puissent s'y référer. Donc, le caveau Chase... Je ne sais pas si en français, on avait repris la traduction intégrale, mais on disait en anglais, quand je lisais cet après-midi, que le caveau Chase, c'est l'endroit où les cercueils dansaient. J'ai trouvé ça magique. Oui, absolument. Et... donc, on va en parler abondamment dans la deuxième partie de l'émission. Ouais. Et on va évaluer les pour et les contre de cette histoire-là. Mais je peux déjà te vendre une partie de la mèche, Yannick. Tu n'auras pas de coït interrompu ce coup-là. Oh! Enfin une bonne nouvelle. Voilà, donc ça sera dans notre deuxième partie de l'émission. Et bien sûr, durant la pause, entre le bloc d'actualité et le retour en ondes, je mettrai ces fameuses photographies pour que les gens puissent s'y référer, pour avoir une bonne vision de quoi il est question lorsque l'on parle du caveau Chase. Ce soir, chérie, on ira jusqu'au bout. Oui, on ira jusqu'au bout. Rien ne nous empêchera. Non, le plaisir sera ultime. Voilà. Actualité éphéméride de la semaine, on parle des surprenantes déclarations de Haim Esch. Oui, ça c'est quand même surprenant. Écoute,
cette semaine, dans l'actualité insolite, il y a des hauts et des bas, mais parfois on a droit à des coups de circuit, et cette semaine, on en a eu un de ces coups de circuit. Écoute, je te présente le bonhomme. Il s'appelle M. Eshed. Le type, c'est une grosse pointure, hein, entendons-nous. Il appartient, il a eu une longue carrière militaire dans l'armée israélienne. Il a terminé, il s'est retiré en 2011 avec le grade de lieutenant-colonel. Et pendant une trentaine d'années, il a été au service du programme spatial de l'Israël. Puis il faut savoir que les Israéliens sont très, très, très bien cotés dans le cadre des programmes militaires spatiaux, notamment avec les satellites d'observation et de surveillance. Donc, ce type-là, il est diplômé en ingénierie électrique, il est diplômé en recherche avancée et en astronautique. Donc, c'est pas le premier venu. Il a été, comme je l'ai mentionné, pendant 30 ans à la division spatiale du ministère de la Défense. Il a été le premier directeur du programme Challenge de l'armée israélienne. Donc, c'était un programme qui visait la mise en orbite de satellites d'espionnage, si je puis dire, et lui-même, Eshed, a supervisé la mise en place, la mise en orbite d'une vingtaine de satellites. Donc, c'est un personnage très important dans l'histoire du programme spatial israélien. Il est aujourd'hui âgé de 87 ans, comme je l'ai mentionné, là, en 2011, il a pris sa retraite de tout ça, tant de l'armée israélienne que des programmes spatiaux. Et puis voilà qu'il vient de publier un ouvrage qui s'intitule « L'univers qu'on pourrait traduire en français sous le titre de « L'univers au-delà de l'horizon », entretien avec le professeur M. Eshed. Et c'est dans le cadre donc de cette publication qu'il a accepté de donner une entrevue à un journal de Tel Aviv, un journal en hébreu qui est le Yediot Aharonot, qui est un journal très, très coté à Tel Aviv, et la documentation ou l'entrevue a été reprise en anglais dans le Jérusalem Post, qui est également un journal très populaire en Israël. Et ce M. Eshed, il va d'une série de déclarations, de révélations, entre guillemets, qui ont de quoi faire sourciller. Hein. D'abord, il commence par dire, bon, il parle bien sûr de sa carrière, et puis voilà qu'il livre le message, hein. Les extraterrestres sont déjà parmi nous. C'est ce qu'il maintient. Et là, il dit que ces extraterrestres sont là depuis des lustres. Ils ont collaboré. Il y a des espèces d'ententes de partenariat entre les autorités américaines et les autorités israéliennes. Ces fameux extraterrestres auraient permis de développer toutes sortes de programmes ou auraient fourni l'information qui aurait permis des avancements technologiques. Ces extraterrestres, dit-il, appartiendraient à une espèce de fédération intergalactique. Là, on a l'impression d'être en plein Star Trek. Et là, il dit que ces extraterrestres et ces militaires, américains ou israéliens, travailleraient ensemble à un programme qui viserait de la transformation du tissu spatial. Donc, transformer le tissu spatial, pour te faire un exemple simple, ça permettrait, si on pouvait contrôler le tissu spatial, on pourrait se déplacer de manière quasi instantanée d'un point A à un point B dans l'univers, et ce, de façon quasi instantanée. Ça pourrait même permettre, éventuellement, le voyage à travers le temps. Là, donc, ce M. Eshed nous dit les extraterrestres et les humains travaillent à ces programmes-là, mais attention, ils ne travaillent pas à ce programme-là dans une base secrète dans la zone 51 ou quelque part dans le Suffolk en Angleterre. Non, non, non. Ces gens-là auraient installé une base sur la planète Mars et ces gens-là, ces employés, entre guillemets, extraterrestres et américains, travailleraient donc dans cette base à mettre de l'avant ces différents projets. Et là, il ajoute en disant tout ça peut paraître tout à fait extraordinaire, je le sais. D'ailleurs, il reconnaît que s'il avait tenu de tels propos il y a 5 ou 10 ans, on l'aurait sans aucun doute enfermé en disant ce type-là, il est complètement fou. Il ajoute que le président Trump était et est toujours, bien sûr, tout à fait au courant de cette collusion, entre guillemets, entre les extraterrestres et les militaires. Et il dit, le président Trump, il y a quelques mois, se préparait à faire ses révélations, mais à la toute dernière minute, les extraterrestres seraient intervenus pour dire à Donald Trump de ne pas faire ses révélations, que l'humanité n'était pas encore prête à recevoir une telle nouvelle. Donc, c'est un peu, grosso modo, le contenu des déclarations ou de l'entrevue que livre ce M. Eshed en parlant de la sortie de son livre et avec, bien sûr, ses révélations. Et là, bien sûr, tu lis ça
c'est plutôt renversant. On doit bien reconnaître que l'individu est un personnage important dans l'histoire du programme spatial israélien. Mais malheureusement, il faut toujours faire preuve d'esprit critique. On se dit, c'est une bien belle histoire, mais où sont les preuves? Et qui plus est, tu comprends que cet individu étant lui-même directement impliqué dans le programme spatial israélien, il semble dire qu'il a presque travaillé ou collaboré main à main avec les extraterrestres. Malheureusement, son discours n'est appuyé par aucune preuve. Il n'y a pas de photos, pas de film, pas d'objet, il n'y a rien. Il n'y a que le discours de notre bonhomme qui nous dit un peu « Croyez-moi, j'ai rien à gagner par ces révélations, puis je suis respecté par mes pairs, donc ce que je dis doit être vrai. » Et ça, je trouve toujours ça un peu inquiétant. Ça se peut que ce qu'il dit soit vrai, je ne le sais pas. Ça se peut que ce qu'il dit soit simplement un coup pour faire de la publicité et mieux vendre son livre. Ça se peut que ce soit une espèce de campagne de désinformation dans le but de tromper les gens, je l'ignore. Mais il y a quand même quelque chose qui a fait sonner une cloche, si je puis dire, dans ce discours-là. Ça m'a rappelé un peu le discours que tient Paul Hélierre, dont on a parlé à quelques reprises à l'émission. Ce Paul Hélierre, je le rappelle pour les gens qui nous écoutent, c'est l'ancien ministre de la Défense canadien. Il a été ministre de la Défense entre 1963 et 1967. Et depuis quelques années, en fait depuis 20 ans maintenant, Paul Hélierre y est allé de déclarations tout aussi fracassante que celle du professeur Eshed, c'est-à-dire que lui aussi dit on est visité par plein de races extraterrestres, certains d'entre eux nous ressemblent tellement qu'ils pourraient être votre voisin et vous ne vous rendriez pas compte de leur présence. Il dit que les militaires américains et les extraterrestres ont travaillé main dans la main. Bref, il tient un discours qui est tout à fait incroyable, qui ressemble un peu à celui du professeur Eshed. Et on peut se poser la question, est-ce que ces deux bonhommes-là disent la vérité ou est-ce que finalement ils ne sont pas en train de perdre la boule? Il faut quand même savoir que dans le cas de Paul Hélierre, et ça j'en avais déjà parlé à l'émission, moi j'ai rencontré Paul Hélierre au début des années 2000, il donnait une conférence dans la région d'Ottawa. Je rencontre Paul Hélierre et on se met à parler de son intérêt pour les ovnis, un intérêt qui s'est développé à partir des années 90. Et ça, il le dit assez candidement. Il dit, avant les années 90, le sujet des ovnis ne m'intéressait pas. Il reconnaît que durant son mandat, donc entre 1963 et 1967, à quelques reprises, la question des ovnis est arrivée sur le terrain. Même une fois, Paul Hélierre a été directement questionné en chambre à Ottawa suite à un incident d'ovni canadien spectaculaire, une observation qui s'était produite en mai 1967 à Falcon Lake au Manitoba, où un citoyen avait été littéralement brûlé par un ovni. Il s'était approché de l'objet, avait touché l'objet, et l'objet avait lancé une espèce de bouffée de gaz brûlant qui avait mis le feu aux vêtements de notre bonhomme en question, un type qui s'appelait Stephen Michalak, et Michalak a dû se rouler dans l'herbe pour éteindre le feu. Cette histoire-là a suscité tellement d'intérêt de la part des autorités qu'il y a eu une triple enquête, dont une menée par les Forces armées canadiennes, une menée par la Gendarmerie royale et une autre menée par des enquêteurs du projet Blue Book aux États-Unis. Donc tu vois l'intérêt qu'avait suscité cette histoire. Ça avait rebondi en chambre. Les gens se questionnaient, qu'est-ce que l'on sait à propos des ovnis? Est-ce qu'il faut craindre les ovnis? Et on avait questionné à ce moment-là, Paul Hélierre était le ministre de la Défense. Donc on l'avait questionné et Paul Hélierre avait dit il y a eu des programmes effectivement sur les ovnis au Canada dans les années 50 par le ministère de la Défense. On n'est pas arrivé à des conclusions définitives, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Les gens qui ont lu mon livre OVNI au Québec, ça c'est une petite plug. Donc les gens qui ont lu mon livre OVNI au Québec, je parle un peu des programmes gouvernementaux canadiens qui touchaient la question des ovnis, et c'est pas tout à fait vrai. Le programme mené par les forces armées militaires, les forces armées canadiennes dans les années 50 était arrivé à la conclusion, non pas qu'il n'y avait pas de conclusion, mais à la conclusion qu'il n'y avait à peu près rien dans le dossier des ovnis qui justifiait un investissement fédéral. Donc, mais c'est vrai que Paul Hélierre avait été questionné à ce moment-là, on était en 1967. Mais lorsque je l'ai rencontré en 2000, il m'a candidement avoué que, mis à part ces quelques éléments-là durant son mandat, lui, personnellement, il ne s'était pas vraiment intéressé à la question des ovnis. En fait, il n'en savait à peu près rien avant le milieu des années 90. Où là, il s'est découvert un intérêt pour la question des ovnis. Et sa source première d'information
Et ça, il faut quand même le préciser, sa source d'information ne sont pas des dossiers top secrets de l'armée canadienne. Donc, quand il raconte ces histoires-là sur la place publique, il dit « Je suis Paul Hélierre, ancien ministre de la Défense canadien », ça fait beau. Mais dans les faits, il reconnaît que l'information qu'il livre au public, c'est une information qu'il a essentiellement glanée sur Internet. Il a visité des sites à gauche et à droite, il s'est fait des amis, ces gens-là échangent des courriels entre eux, échangent de l'information, et Paul Hélierre croit cette information-là, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons, peu importe, il y adhère et il livre cette information-là. Donc, lorsqu'il se présente comme étant l'ancien ministre de la Défense, c'est simplement parce que ça fait beau dans le CV, mais ce n'est pas une information qualitative qui vient des dossiers du ministère de la Défense lorsqu'il s'exprime en public. Alors, on peut se poser exactement la question avec le professeur Eshed. Lorsqu'il raconte ces histoires-là, il ne donne pas de référence. Il dit « Ah oui, les Américains travaillent avec des extraterrestres, ils travaillent également avec les militaires israéliens, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont une base sur Mars. » Mais d'où vient l'information? Même si ce professeur Eshed semble très compétent, si c'est un personnage qui est une grosse pointure, entre guillemets, dans le programme spatial israélien, est-ce que son information vient de dossiers secrets ou de dossiers à l'interne du ministère de la Défense ou du département de défense de l'Israël? Ou est-ce qu'il est un peu à l'image de Paul Hélierre? Il s'est découvert tardivement un intérêt pour les ovnis, puis il est allé glaner à gauche et à droite de l'information sur Internet, qu'il a accepté comme étant la vérité et qu'il nous livre ça en nous faisant jouer son CV comme étant une monnaie d'échange pour la crédibilité de son discours. Je l'ignore, mais c'est vrai que c'est une information qui est plutôt renversante et crois-moi, ça... Comme on dit, ça a fait le buzz sur Internet cette semaine, cette histoire des révélations du professeur Eshed. Maintenant, on parle des galaxies par millions. On ne parlait pas par milliards. Voilà. Là, on va faire une petite distinction là, parce que j'ai eu cette conversation-là avec des gens cette semaine, puis là, ça a comme... Bon, entendons-nous, si je te demande, Yannick, combien y a-t-il de galaxies dans l'univers? Moi, j'ai lu, il y en aurait des milliards. Et bon, on le sait pas. On ne le sait pas vraiment, mais les astrophysiciens extrapolent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 2000 milliards de galaxies. Ouais. C'est énorme, là. Ouais, pensez-y. Oui. 2000 milliards de galaxies. Et chacune de ces galaxies, évidemment, compte des milliards de soleils, d'étoiles, et à cela, il faut multiplier par 4, par 5 le nombre de planètes qui peuvent graviter autour de ces étoiles. Donc, c'est astronomique. Hein? On choisit le mot, c'est astronomique. Uniquement dans notre galaxie, la Voie lactée, on compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et là, on ne parle que de notre galaxie. Donc, entendons-nous, si on extrapole dans l'univers, il pourrait, hein, entre guillemets, il pourrait y avoir jusqu'à 2000 milliards de galaxies. Cela étant dit, combien en avons-nous vu et combien en avons-nous répertorié? Le nombre était, jusqu'à tout récemment, de 2 millions. Donc, nos astrophysiciens extrapolent qu'il peut y avoir jusqu'à 2000 milliards de galaxies, mais ce que l'on peut observer, ce que l'on connaît depuis l'avènement des télescopes et l'avènement des radiotélescopes, on avait répertorié à peu près 2 millions de galaxies. Et tout ça au cours des nombreuses décennies. Là, si on parle, par exemple, depuis les années 20, depuis l'avènement donc de la radioastronomie jusqu'à aujourd'hui, on avait répertorié à peu près 2 millions de galaxies. Et voilà que des chercheurs qui se trouvent en Australie, donc des astrophysiciens en Australie, ont utilisé un télescope. On dit télescope, mais entendons-nous, c'est pas le télescope avec l'oculaire, là tu regardes dedans pour voir les étoiles. C'est vraiment des grandes antennes qui couvrent à peu près une zone de 6 km. Elle se trouve ce parc-là d'antennes se trouve à peu près à 700 km au nord de Perth, en Australie, et on l'appelle l'observatoire Murchison. Donc, ils ont utilisé les 36 antennes de ce télescope ou radiotélescope pour faire une espèce de balayage, ou si tu préfères, une espèce de scan de l'hémisphère sud pour pouvoir cartographier ce que l'on voit. Et à ce moment-là, quand on a regardé la photographie, hein, ce scan de l'hémisphère sud, et si on extrapole à l'hémisphère nord, en fait, on compte sur ces images 3 millions de galaxies. C'est-à-dire, donc, d'un seul coup, là, en faisant cet exercice-là, puis on voit, hein, parce que
tout ce que l'on connaissait, nos 2 millions de galaxies, tout ça c'était observable et répertorié, ça avait pris des décennies. Et eux, en quelques heures, ils ont fait ce scan qui a révélé 1 million de galaxies supplémentaires. Donc, nos catalogues d'astronomie se sont enrichis d'1 million de galaxies supplémentaires. Bon, donc, on passe soudainement, du jour au lendemain, de 2 millions de galaxies répertoriées à 3 millions. Et avec l'avènement, les nouvelles découvertes qui se font chaque jour dans le domaine de la physique, mais aussi également dans le domaine de l'électronique, les nouvelles technologies, les scientifiques croient que d'ici quelques années, sinon dans la prochaine année, on pourra répertorier 2, 3, 4 millions de galaxies supplémentaires. Est-ce qu'on arrivera un jour à observer toutes les galaxies qu'il y a dans l'univers? Est-ce qu'on pourra les dénombrer au nombre de 2000 milliards? Ça reste très, très spéculatif. Mais au moment où on se parle, écoute, d'un seul bond, nos livres, nos catalogues d'astronomie se sont enrichis de à peu près, grosso modo, 1 million de galaxies supplémentaires. C'est tout à fait extraordinaire. Et à chaque fois qu'on y pense, on se dit, on a l'impression qu'on est gros dans l'univers, mais on est un point noir d'en face d'un singe. Ah oui, écoute, à chaque fois où on voit ces chiffres, parce que c'est un peu étourdissant, parce que c'est hors de notre portée. Quand on utilise des mots qui finalement sont tellement abstraits, c'est l'infini. Mais qu'est-ce que c'est que l'infini? Et là, je te dis, il y aurait peut-être, spéculativement, 2000 milliards de galaxies. On en a répertorié jusqu'à maintenant 3 millions. Chaque galaxie contient, si on prend par exemple la Voie lactée, entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Écoute, ce sont des chiffres vertigineux. Et c'est très difficile de pouvoir avoir une image globale de tout ça et de pouvoir se situer dans cet univers-là. C'est quand même tout à fait incroyable. Et jusqu'à quand? Comment ça fonctionne quand un scientifique émet une hypothèse et que cette hypothèse-là est reprise par tout le monde? Parce que c'est assez facile de dire « il y aurait 100 milliards de galaxies dans l'univers. Il y aurait 200 milliards de galaxies dans l'univers. » Est-ce qu'il y a consensus? Comment ça fonctionne? Absolument pas. Si on regarde, par exemple, combien y a-t-il de galaxies dans l'univers? Pour arriver à ce chiffre du 2000 milliards, c'est un chiffre, évidemment, qui est très spéculatif. On s'entend tous là-dessus. La façon dont les scientifiques ont travaillé, ils se sont dit, voilà, dans un espace donné dans l'univers, combien y a-t-il de matière? Donc là, on regarde la matière qui est là, et plus on va vers le centre de l'univers, plus la matière semble comprimée, si je puis dire. Elle semble plus soutenue. C'est un peu comme, j'ai souvent donné l'exemple, un peu comme une grenade qui explose. Si on tient, puis on est toujours dans le domaine spéculatif et de l'hypothèse. Si l'univers est apparu dans un Big Bang, qui est actuellement l'hypothèse qui domine, c'est pas la seule hypothèse, puis entendons-nous, il y en a d'autres, puis cette hypothèse-là, elle est controversée, mais l'hypothèse qui domine dans le domaine de l'astrophysique, c'est l'idée du Big Bang. Donc le Big Bang, pour essayer de se faire une image, là, c'est quand même très grossier, je sais, c'est très schématique, mais imaginons une grenade qui explose, et là, les débris s'éloignent du point d'explosion. L'univers pourrait ressembler un peu à cette image. Donc, on avait au centre, à un moment donné, de la matière, et cette matière-là, elle a explosé, créant le vide autour d'elle et créant, bien sûr, ces débris de matière qui s'éloignent les uns des autres. Donc, tu comprends, si on pouvait figer le temps, plus tu vas t'approcher du point d'explosion de ta grenade, évidemment, plus les éclats sont rapprochés les uns des autres, et plus tu t'éloignes, plus les débris sont éloignés les uns des autres. L'univers ressemble un peu à ça, et ce phénomène d'expansion, donc ces débris qui s'éloignent les uns des autres, il est toujours observable aujourd'hui, et c'est en fait l'un des fondements de l'hypothèse du Big Bang, parce qu'on voit ces débris qui s'éloignent les uns des autres, on suppose qu'à un moment donné, ils devaient être tous comprimés ensemble. Et donc, si on prend dans cet univers, on prend une zone particulière et on regarde la quantité de matière qu'il y a dans cette zone-là, et on se dit, on extrapole en se disant, l'univers, cette explosion originale, a dû se produire il y a à peu près 14 milliards d'années. Donc, combien de matière a pu s'éloigner, aller dans toutes les directions depuis que l'explosion s'est produite. Donc, à partir de là, on spécule, on se dit s'il y a tant de matière dans telle partie de l'univers, et comme cette partie-là, elle se trouve à une distance de notre explosion, supposons à peu près à 7 milliards d'années,
ben voilà combien il doit y avoir de matière dans l'univers, et cette matière-là doit être contenue dans des galaxies. Donc, on fait toutes sortes de calculs, mais qui demeurent excessivement spéculatifs. Et ce 2000 milliards, ben évidemment, c'est comme je l'ai mentionné, c'est un chiffre qui est très discuté. Il y a des scientifiques qui sont beaucoup plus optimistes, qui s'imaginent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 5000 milliards d'étoiles, et d'autres qui supposent qu'il pourrait y avoir seulement 500 millions de galaxies. Donc, on a des chiffres qui vont du très pessimiste au très optimiste, mais au moment où on se parle, généralement, dans le milieu de l'astrophysique, 2000 milliards semble un chiffre raisonnable. Mais évidemment, on n'a aucun moyen de prouver ça, si ce n'est que par des calculs et des spéculations. Est-ce que les scientifiques, lorsqu'ils font ce genre d'hypothèses-là, arrivent avec des formules mathématiques qui sont automatiquement confrontées avec les pairs? À chaque fois où les scientifiques émettent des hypothèses comme celle-là, et comme c'est le cas par exemple de nos fameuses galaxies là, qui ont été trouvées, notre million de galaxies supplémentaires, ben, tout ça fait l'objet de publications dans des périodiques scientifiques. Okay. Et lorsqu'ils sont publiés, bien sûr, c'est soumis à un comité de lecture, c'est soumis au jugement des pairs. Et là, ben, il y a critique, on va revoir les chiffres à la hausse, les chiffres à la baisse, on va revoir les calculs. Mais au moment où on se parle, 200 milliards, 2000 milliards, c'est à peu près le nombre qui est accepté dans les milieux de l'astrophysique. Bon, moi, je pense qu'il y a quelques centaines de moins. Ça se peut bien. 18h37, on vient. Radio X Files. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. On est maintenant rendu au sujet de la soirée. On parle maintenant de l'étrange caveau Chase. Si tu me permets, Yannick, je vais quand même faire un petit hiatus ici. Je vais absolument te parler, juste avant qu'on entre en onde, j'ai mis une photographie sur Radio X-Files. Donc, les gens peuvent la voir. Puis écoute, je vais passer assez rapidement là-dessus. C'est une photographie où on voit, pour les gens qui nous écoutent, qui ont la possibilité d'avoir un accès à la page Facebook, on voit que c'est une photographie qui a été prise depuis le cockpit d'un avion, et puis on a un agrandissement de cette photographie-là. Cette photographie, c'est une photographie qui est parue cette semaine. Elle vient du UAP Task Force, on en a déjà parlé. Hein. UAP, c'est pour phénomènes aériens non identifiés. Task Force, hein, la force d'intervention sur les phénomènes aériens non identifiés, c'est cette nouvelle brigade, si je peux dire, qui a été mise de l'avant par la US Navy pour enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés. Et justement, dans la signature d'entrée de l'émission, on entend ce pilote qui dit « Oh my gosh! » ce sont des films qui ont été tournés par des pilotes de la US Navy, notamment lors d'opérations militaires en 2004 et 2014-2015, qui ont été rendus publics il y a 3 ans et qui circulent beaucoup. Et là, la US Navy a annoncé il y a quelques mois, au cours de l'été, qu'elle mettait de l'avant cette unité d'intervention pour enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés. Et elle le précise bien, observer sur les lieux de patrouille ou de manœuvre militaire. Donc, on n'enquête pas sur toutes les observations d'OVNI, mais uniquement ceux qui sont rapportés sur des lieux où il y a des manœuvres militaires. Et donc, cette semaine, on a eu une fuite. Mais je mets le mot fuite entre guillemets quand même. On a la fuite donc de cette photographie qui a été prise à quelques 35 000 pieds. On sait que ça a été pris par un pilote avec son téléphone cellulaire. Donc on a 2 pilotes dans l'appareil, c'est un F-18. Et donc on a le pilote qui est à l'avant et l'autre qui est derrière. Et celui qui est derrière a utilisé son appareil, son téléphone cellulaire pour prendre la photographie de l'objet que l'on voit sur le cliché. Donc on est à bord d'un F-18. On se trouve à peu près à 35 000 pieds d'altitude. L'information ne nous dit pas exactement où on est. On sait seulement que l'on se trouve au-dessus de l'océan Atlantique. On est quelque part sur la côte est américaine. Donc, les pilotes voient cet objet, le prennent en photo. Et la photo, elle a fuité, si je puis dire, cette semaine. Mais quand je dis fuité, il faut s'entendre, elle était déjà classée. Hein, la notification de la photographie, c'était en anglais, c'est unclassified and for your official use only. Donc, elle n'est pas classée confidentielle, mais réservée à un usage officiel et interne seulement. Donc, la photo a quand même fuité. On voit cet objet-là. Et là, c'est assez amusant parce que quand on regarde la description de l'objet, hein, on nous dit que l'objet en question, il est décrit comme étant un objet argenté en forme de cube. Mais quand tu regardes la photographie, non seulement l'objet n'est pas en forme de cube, mais écoute, il y a de l'air d'un gros ballon en millard. Là.
quand la photographie a commencé à circuler, dès que les gens commençaient à regarder ça, des gens qui connaissent bien la mise en haute altitude de ballons météo ou des ballons équipés avec des équipements pour permettre de faire des enregistrements de soit des vents, de la température et autres, donc des appareils techniques, ben, dès que ces gens-là ont vu cet objet-là, ils ont dit, ben, c'est clairement un ballon en millard qui se trouve en haute altitude, point à la ligne. Et c'est vrai que quand tu regardes un agrandissement de la photo, ça n'a pas de l'air d'un engin qui vient d'une autre planète. Ça a de l'air bel et bien d'un gros ballon en millard. Donc, ça nous montre bien que c'est pas parce que le pilote sait pas exactement ce qu'il a vu, c'est pas parce que le pilote le prend en photo, puis c'est surtout pas parce que c'est un pilote que c'est forcément un engin extraterrestre. Donc, même si on est pilote, on peut être trompé par des objets assez conventionnels. Et là, ben, je pense que la photo parle d'elle-même. On voit bien que c'est un gros objet gonflé. Ça a l'air d'un gros sac à vidange plein d'air. Donc, c'est la fameuse photo cette semaine qui fait beaucoup jaser et qui provient de ces archives de cette nouvelle unité de l'armée américaine, de la US Navy, la UAP Task Force. Donc, l'étrange caveau Chase, là où les cercueils dansent. Oui, donc là où les cercueils dansent, et donc j'ai préparé une petite capsule d'une dizaine, 10-15 minutes qui raconte l'histoire du caveau Chase. Et donc, pendant qu'on va faire on va faire entendre aux gens cette capsule, je vais mettre sur le site Facebook de Radio X-Files quelques photographies. Et après ça, donc, au retour, on pourra décanter ensemble, si tu le veux bien, les pour et les contre de cette histoire qui est probablement l'une des meilleures énigmes historiques à laquelle j'ai été confronté. Donc, sans plus tarder, le mystère du caveau Chase. Le 9 août 1812, une nouvelle cérémonie d'inhumation se tient au caveau de la famille Chase, une riche famille de planteurs de Christchurch à la Barbade. Dans un silence solennel, la lourde et imposante dalle de pierre qui masque l'entrée de la tombe est mise de côté. Lentement, un à un, les porteurs s'engagent dans les 3 passages menant à la chambre souterraine. Arrivés au pied de l'escalier, ils s'arrêtent, étonnés. 2 des 3 cercueils qui s'y trouvent déjà ne sont plus dans leur position originale. Ils reposent tête en bas, appuyés contre le mur du fond. La surprise fait vite place à l'indignation. Qui a bien pu s'introduire dans le caveau et s'adonner à de tels jeux macabres? Les cercueils sont vite replacés, puis le caveau soigneusement refermé. Le caveau Chase, une pièce rectangulaire de 4 mètres de long sur 2 mètres de haut et autant de large, a été construit à la demande des Walrond, une noble famille de Christchurch. En 1807, ils y ont déposé un premier corps, celui d'une parente, Thomasina Goddard. L'année suivante, le caveau a été vendu à la famille Chase, qui y a fait mettre, le 22 février, la dépouille de la petite Marie-Anna, morte à l'âge de 2 ans. Le 6 juillet 1812, le caveau a été rouvert pour y accueillir cette fois le cercueil de Dorcas Chase, sœur aînée de la petite Marie-Anna. On raconte que la jeune Dorcas aurait été poussée au suicide par son père, Thomas Chase, un homme cynique et haï des villageois. Le père Chase va d'ailleurs rejoindre ses filles 1 mois plus tard. C'est à ce moment-là que l'on constate pour la première fois que les cercueils de Marie-Anna et de Dorcas ont été déplacés mystérieusement. 4 ans plus tard, le 25 septembre 1816, on organise une nouvelle cérémonie au caveau Chase. Cette fois, c'est le corps d'un autre enfant, le petit Samuel Brewster Haynes, que la famille porte en terre. Le caveau est rouvert. Stupéfaction. Les cercueils de Thomas Chase et de ses 2 filles ont été déplacés. Curieusement, celui de la vieille Madame Goddard ne semble pas avoir été dérangé.
La première réaction en est une de rage. Il y a fort à parier, disent certains, que ce remue-ménage est l'œuvre de profanateurs noirs. Tous ont encore fraîchement en mémoire cette révolte chez les esclaves africains qui, 5 mois plus tôt, a entraîné une répression sanglante. Peut-être cette profanation du caveau est-elle l'œuvre d'insurgés en quête de vengeance? Mais à la rage, l'étonnement fait bientôt place. Si les cercueils des 2 jeunes filles sont faciles à déplacer, il en va autrement de celui de Thomas Chase. Le cercueil est fait de chêne massif et son revêtement extérieur est en plomb. 4 ans plus tôt, lors de l'inhumation, le transport du cercueil a nécessité 8 porteurs. Et là, dans la pénombre du caveau, il gît sur le côté à 1 mètre de son endroit initial. Comment des vandales, au moins 8, auraient-ils pu pénétrer dans le caveau et faire tout ce remue-ménage sans laisser la moindre trace d'effraction? On replace les cercueils et referme soigneusement le caveau. Le sépulcre ne restera fermé que 52 jours. 7 semaines plus tard, en effet, c'est au tour de Samuel Brewster Sr., père du petit Samuel, déjà au caveau, d'être inhumé. Brewster a été l'un des rares hommes blancs à avoir été tué lors des affrontements raciaux du mois d'avril précédent. Pour des raisons obscures, celui-ci a d'abord été enterré dans la paroisse Saint-Philippe avant d'être transféré au caveau. Encore une fois, aussitôt la tombe ouverte, on constate un désordre incroyable. Certains cercueils ont été renversés, d'autres reposent tête bêche. Seul celui à moitié pourri de Madame Godard n'a pas bougé. Les autres ont été éparpillés dans la chambre funéraire comme un vulgaire paquet de cartes. Et à l'instar des précédentes visites, aucune trace d'effraction n'est apparente. L'inquiétude gagne rapidement les habitants de la région. Pour la population blanche, il ne peut s'agir que de l'œuvre de vandales. Pour la communauté noire, par contre, seule l'intervention des forces maléfiques peut expliquer les étranges événements du caveau Chase. Plus pragmatique, le révérend Thomas Orderson, prêtre de Christchurch, propose une investigation sérieuse du caveau. Après tout, si des forces maléfiques sont à l'œuvre dans sa paroisse, il se doit d'en être le premier informé. Accompagné d'un magistrat et de 2 autres paroissiens respectés, il se rend au sépulcre. Orderson ne cache pas son scepticisme devant ces histoires de malédiction. Il doute également que des membres de la communauté noire puissent être responsables de tels méfaits. Peut-être, théorise-t-il, l'eau s'infiltre-t-elle dans le caveau et déplace-t-elle les cercueils qui s'y trouvent? Les murs, le plafond et le sol sont minutieusement examinés. On cherche un indice, une trace de moisissure, quelque chose qui pourrait expliquer le pourquoi de l'énigme. On ne trouve rien. Le caveau est parfaitement sec et vierge de toute fissure. Déçu, l'ecclésiastique se contente d'assister à la remise en place des cercueils et à la fermeture du caveau. Les curieux devront attendre presque 3 ans avant la réouverture du sépulcre. Le 7 juillet 1819, la défunte Thomasina Clark, une lointaine parente de la famille Chase, est conduite au caveau. La dépouille est précédée d'un important cortège. S'y trouve notamment le gouverneur de la Barbade, Stapleton Cotton, dit Lord Combermere, son aide de camp, le commandant de la garnison, et à peu près tous les représentants du clergé de l'île. Tous veulent savoir, les cercueils ont-ils été déplacés? L'ouverture du caveau pose un problème. Quelque chose bloque l'entrée. Un objet interdit aux ouvriers d'introduire les leviers servant au déplacement de la dalle de pierre. Les fossoyeurs mettront de longues minutes avant d'identifier l'obstacle. Le cercueil de feu Thomas Chase. Ce dernier repose au milieu de l'escalier, à au moins 2 mètres de l'endroit où il a été laissé. Un désordre indescriptible règne à l'intérieur du caveau.
les cercueils ont été déplacés et renversés comme de simples boîtes d'allumettes. Encore une fois, seul celui de la première locataire du caveau, Madame Godard, n'a pas bougé. Un lourd silence glisse sur l'assistance. Personne ne peut le croire, ou n'ose le croire. Dans la foule, on murmure. Chez les ouvriers noirs, le nom de Baron Samedi, le dieu des morts vaudous, court sur toutes les lèvres. Pour Lord Combermere, ces rumeurs ne sont que superstitions. Il ordonne une nouvelle inspection du caveau. Chaque pierre de la crypte est inspectée, chaque recoin vérifié. On cherche un passage, une fissure, quelque chose qui aurait été négligé lors des précédentes vérifications. Mais on ne trouve rien. Le caveau semble tout à fait étanche. Il n'existe apparemment aucun moyen de pénétrer dans le caveau autre que par l'entrée située sous la dalle. On inspecte ensuite chaque cercueil en quête d'une trace de profanation. Mais là aussi, on ne décèle rien. Le gouverneur propose que l'on répande sur le sol une fine couche de sable. Si quelqu'un ou quelque chose pénètre dans le caveau, il ne pourra pas le faire sans y laisser son empreinte. Le caveau est ensuite refermé et scellé par un joint étanche de ciment. Le premier magistrat fait apposer à plusieurs endroits son sceau officiel. Là encore, si quelqu'un force la dalle, il ne pourra pas le faire sans endommager les sceaux. Christchurch devient bientôt le théâtre d'un pèlerinage macabre. Des gens affluent de partout pour voir le mystérieux caveau Chase. Debout en silence, ils imaginent les forces occultes qui, sous leurs pieds, sont peut-être déjà à l'œuvre. Le 18 avril 1820, à l'issue d'une réunion chez le gouverneur, la décision est prise de tirer l'affaire au clair. Lord Combermere obtient de la famille l'autorisation de procéder à l'ouverture extraordinaire du sépulcre. En présence de son secrétaire, le major Finch, messieurs Nathan Lucas, Rowland Cotton et Boucher Clark, 3 magistrats de Christchurch, et du révérend Orderson, le gouverneur fait d'abord inspecter les scellés. Ceux-ci sont intacts. On déplace ensuite la dalle. Un à un, les hommes se glissent dans la pénombre de la crypte. C'est le chaos. Les cercueils, sauf encore une fois celui de Madame Godard, gisent renversés, retournés, comme si des mains invisibles s'étaient amusées à les balancer au travers de la pièce. Sur le sol, la couche de sable est demeurée vierge. Aucune empreinte, aucune trace d'inondation. Rien qui permettrait de comprendre pourquoi les cercueils se baladent ainsi. Par acquis de conscience, Lord Combermere commande un nouvel examen minutieux de la crypte. Nathan Lucas, l'un des magistrats témoins de ces extraordinaires événements, écrira plus tard. J'ai examiné les murs, la voûte et toutes les autres parties du caveau. J'ai trouvé toutes ces parties vieilles et similaires, et un maçon qui m'accompagnait a frappé le sol de son marteau, et tout était solide. Sur les conseils du révérend Orderson, le gouverneur fait évacuer le sépulcre et propose l'enterrement pur et simple de tous les cercueils. Le caveau Chase restera vide. Il deviendra pour les générations futures le rappel d'un mystère a priori insoluble. Quelle histoire! Et du coup, t'es passé maître dans l'art du sound FX.
J'aime ça mettre ces petits bruits-là, c'est toujours un peu amusant. Hein? La musique est tellement angoissante, là, on embarque dans ton histoire. Ben, c'est ça qui est l'objectif, hein? C'est ça qui est l'objectif. Ouais. Donc, cette histoire, comme tu as pris à en prendre conscience, c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Hein? Cette idée que dans le caveau, les cercueils qui étaient en place se déplaçaient. Alors, on peut se poser la question, bon, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans, qu'est-ce qu'il y a de pas vrai, quels sont les pour et quels sont les contre? On va commencer tout de suite, si tu le veux bien, avec les contre. Le premier contre que moi j'ai découvert en fouillant les archives, c'est que cette histoire-là n'apparaît qu'en 1824, alors que les événements datent de 1820. Donc, les événements sont au moment où le premier récit apparaît, et le récit, il est celui de Nathan Lucas, hein, un de ceux qui étaient dans le caveau, qui a inspecté le caveau, qui était avec Lord Combermere. Et c'est lui d'ailleurs dont on entend la voix un peu avec un écho là, qui raconte et dit « J'ai frappé chacune des pierres, tout était vierge, il n'y avait pas de fissure, il n'y avait rien. » Donc, lui fait un compte-rendu de ces événements-là, mais on est en 1824, alors que les événements remontent déjà à 1820, donc 4 ans plus tôt. On peut bien sûr se poser la question si ces événements-là étaient aussi spectaculaires qu'ils sont racontés, parce que tu comprends que l'histoire que j'ai racontée là, dans cette petite capsule, c'est l'histoire telle qu'on la retrouve dans la littérature. Hein. De façon générale, quand on raconte cette histoire-là, c'est de cette manière-là qu'on la raconte. Mais bien sûr, il y a des petits éléments là-dedans qui sont un peu tirés par les cheveux ou un peu extrapolés, puis on va revenir là-dessus. Mais le premier élément, c'est que le récit apparaît en 1824, 4 ans après les événements. Et on peut se demander si lors des précédentes ouvertures du caveau, à chaque fois les cercueils s'étaient déplacés, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de récit écrit de ces événements-là antérieurs à cette première narration, cette première écriture de l'histoire qui date 4 ans après les événements, donc ceux écrits par Nathan Lucas. Donc ça, c'est un trou dans l'histoire que les historiens vont eux-mêmes s'arrêter là-dessus en disant ça, c'est quand même étrange parce que quand on regarde les événements de l'histoire, lorsque les gens avaient tendance à cette époque à tout mettre par écrit. Donc, l'ouverture du caveau en 1819, par exemple, lorsqu'on a constaté les premiers mouvements, on devrait quelque part retrouver un écrit, un compte-rendu de ça, et on n'a rien. Donc, ça, c'est l'élément contre. Mais à partir de là, Yannick, j'avoue que, bon, moi, j'y suis allé au caveau Chase, les photographies que les gens peuvent voir sur le site de Radio X, je ne sais pas si tu es allé les voir, Yannick. Oui. Ce sont des photos que j'ai prises moi-même. Et on va revenir, je les ai numérotées parce qu'il y en a quelques-unes là-dedans qui méritent une attention particulière. Donc, on voit à quoi ressemble le caveau de l'extérieur. Et là, on parle de photographies que j'ai prises. On est à peu près, de mémoire, je crois que c'est en 1997 ou 1998. Malheureusement, j'ai vu des photographies qui ont été prises plus récemment du caveau. Et il est très endommagé. Hein. Il a été, au cours des dernières années, les piliers que l'on voit autour du caveau ont tous été renversés. Une partie du couvert du caveau a été vandalisée. Donc, c'est très malheureux que ce soit passé comme ça. Mais bon, bref, les gens voient le caveau et vous comprendrez, si vous vous référez aux photographies, que là où se trouve l'entrée, on voit qu'il y a une espèce de bordure. Cette bordure-là, elle était autrefois complètement recouverte par une dalle de pierre. Et c'est cette dalle-là qu'on déplaçait, qu'on ouvrait pour pouvoir accéder au caveau. Donc, en dehors du fait que l'histoire apparaît seulement le premier récit que l'on a, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu avant, hein, mais le premier récit qui a été conservé de cette histoire-là date de 1824, alors que les événements sont un peu antérieurs de 4 ou 5 ans. C'est, ce que moi j'ai trouvé, c'est le seul véritable élément faible. Les éléments pour sont beaucoup plus parlants. Le premier élément pour, c'est que le caveau, il est vide. Donc, il faut se rappeler que ce caveau-là, d'ailleurs, on a une photographie, j'ai mis sur le site une photographie où on voit bien le dessus du caveau, ouais. Et on voit c'est marqué « The Chase Vault hein, », c'est le caveau Chase. Ce caveau-là, il est enregistré d'ailleurs, on retrouve dans les archives de la paroisse que le caveau était bel et bien la propriété de la famille Chase. Or, le caveau, il est vide. Et s'il est vide, ça veut donc dire que les corps qui ont été mis là ont été enterrés. Donc, on a que quelque part, les autorités ecclésiastiques de la paroisse ont demandé l'exhumation des tombes pour les enterrer ailleurs. Et ça relève presque de la profanation que de vider le caveau. Il n'y a pas de raison qu'on l'ait fait en dehors de celle rapportée par Nathan Lucas, à savoir que les tombes se déplaçaient elles-mêmes. Il y a des gens qui se sont posé la question, puis je vais revenir un peu plus tard avec ça, et
notamment parmi les gens qui se sont posé la question, c'est est-ce que le caveau a déjà eu des tombes? Il est vide, mais peut-être qu'il a toujours été vide. Et c'est d'ailleurs un argument qui avait été proposé par un sceptique américain qui s'appelle Joseph Nichol, qui écrit plusieurs ouvrages qui sont très sceptiques sur les phénomènes paranormaux. Il fait un travail assez bien. Je te dirais que si tu veux lire un bon livre assez critique sur les phénomènes paranormaux, Joseph Nichol est une bonne référence, mais il fait parfois un petit peu les coins ronds. Puis, comme je l'ai mentionné, on va revenir là-dessus parce que j'ai rencontré Nichol, puis on avait parlé de l'histoire du caveau de Chase, puis tu vas être un peu surpris. Mais moi, quand j'y suis allé, l'une des hypothèses qui était proposée, notamment qui était entretenue par Joseph Nichol, c'est qu'il n'y a peut-être jamais eu de tombe, jamais eu de cercueil dans le caveau de Chase. Et jusqu'à maintenant, au moment où moi j'y suis allé, je n'avais jamais vu d'acte d'inhumation. Tous les gens racontaient l'histoire que j'ai racontée dans la petite capsule, mais qu'est-ce qui nous prouve que ces gens-là ont réellement été mis en terre? Bien sûr, on a ce compte-rendu de Nathan Lucas qui raconte que des cercueils ont été mis là, mais est-ce qu'on a des preuves de ça? Et jusqu'à ma visite en 1997-98, on n'en avait pas. Et moi, j'en ai trouvé. Je me suis rendu au bureau de Bridgetown, là où sont les archives nationales. J'ai eu quand même de l'aide. Les gens qui étaient là-bas étaient prévenus de mon arrivée. On est arrivé là, on a passé un après-midi, on a décanté plein de boîtes et on a trouvé 2 documents qui sont assez extraordinaires et que les gens, j'en ai mis un d'ailleurs sur la page en question, les 2 documents extraordinaires, le premier, ce sont les actes d'inhumation. On les avait jamais vus avant. Et ce n'est pas vraiment des actes d'inhumation, ce sont des registres, les registres d'inhumation. Et pour la première fois, j'ai vu les registres d'inhumation, j'en ai tiré une copie de ça. Donc, on sait sans aucun doute que le 31 juillet 1807, on a mis le corps bel et bien de Madame Thomasina Goddard, la première locataire du caveau, celle dont, selon le récit, le cercueil ne bouge jamais. Et ensuite, on a les membres de la famille Chase. Mary Anna Maria Chase, le 22 février 1808, Dorcas Chase, le 6 juillet 1812, Thomas Chase, le 9 août 1812, Samuel Brewster Hames, le 25 septembre 1816, Samuel Brewster père, le 17 novembre 1816, et la dernière locataire, Thomasina Clark, le 7 juillet 1819. Ce que je te dis là, ça vient pas d'un livre, c'est pas une lecture comme ça d'un ouvrage acheté au coin de la rue. Ce sont les actes d'inhumation tels qu'ils sont dans les registres de la paroisse de Christchurch. Il n'y a aucun doute qu'au début du 19e siècle, des cercueils ont été placés à l'intérieur du caveau. Pourquoi ne sont-ils plus là aujourd'hui? S'il faut en croire Nathan Lucas, c'est parce que les cercueils se déplaçaient. Deuxième élément que j'ai trouvé, et les gens peuvent voir ce document-là sur la page Facebook de Radio X-Files, j'ai retrouvé le dessin original qui avait été fait par Nathan Lucas sur le mouvement des cercueils. Dans les ouvrages sur le paranormal, on voit des petits dessins, d'ailleurs qui sont assez contradictoires parfois les uns et les autres, pour montrer comment les cercueils se déplaçaient. Mais moi, j'ai retrouvé le document original signé par les gens qui accompagnaient Lord Combermere. Et le premier document, on le voit, il est daté du 7 juillet 1819, où on voit les 3 grands cercueils d'adultes avec les cercueils d'enfants qui sont placés sur le dessus. Et ensuite, un autre document daté, lui, de avril 1820, où là, on voit les cercueils, de quelle façon ils ont été retrouvés par les aides de camp de Lord Combermere. Les documents que l'on voit sur la page de Radio X-Files, ils sont présentés là pour à peu près la première fois. C'est moi qui ai trouvé ces documents-là aux archives. Jamais un ouvrage avant n'avait publié ces dessins-là. On avait vu des dessins, des reconstitutions de ça, mais là, ici, on parle bel et bien des dessins originaux. Donc, ici, les éléments qui sont pour, c'est bien sûr, il y a eu des inhumations à l'intérieur du caveau, ça, on n'en a aucun doute. Les caveaux, visiblement par les dessins signés, enregistrés aux dates dites, montrent bel et bien le mouvement des cercueils à l'intérieur du caveau. Donc, on a à peu près l'acquis que l'histoire des caveaux qui bougent, elle est tout à fait authentique. Maintenant, bien sûr, avec le sens critique, on doit se demander, mais pourquoi les cercueils bougent?
On l'a vu dans la petite capsule à un moment donné, hein, le prêtre de Christchurch, le révérend Anderson, se dit peut-être que l'eau s'insère dans la crypte, hein, elle pénètre dans la crypte et déplace les cercueils. Et là, à ce moment-là, ça pourrait expliquer pourquoi, lorsque l'eau se retire, ben, les cercueils ne sont plus tout à fait dans la même position qu'ils étaient à l'origine. Ouais. Donc moi, quand j'y suis allé, j'ai pénétré à l'intérieur du caveau. D'ailleurs, on peut voir parmi les photos, on a une photo de l'intérieur du caveau. C'est assez surprenant hein, parce que moi, je t'avouer, quand je suis rentré dans le caveau, je m'attendais à quelque chose de, je pense, c'est la photo numéro 6. Ça, c'est l'intérieur du caveau. Je m'attendais à quelque chose de plus grand que ça. Hein, ça montre à quel point c'était quand même très comprimé comme espace où les cercueils se trouvaient. Donc, quand je suis rentré là, évidemment, on comprend qu'au moment de ma visite, là, le caveau a quand même, là, il y a quelque chose comme presque 200 ans, là, ce caveau-là. Ouais. Donc, je rentre dans le caveau, et c'est sûr qu'on le voit, la maçonnerie commence à être abîmée, tout ça. Mais est-ce qu'il est possible que de l'eau se soit infiltrée dans le caveau? Si on regarde les récits originaux de l'époque, hein, Nathan Lucas, et ce qu'il raconte de toutes les vérifications qui ont été faites par le passé, on n'a pas vu d'eau dans le caveau. Et à un moment donné, hein, le caveau n'a été fermé que pendant quelques semaines, entre 2 inhumations. Donc, difficile d'imaginer que de l'eau aurait pu entrer dans le caveau, aurait pu déplacer les cercueils, se retirer sans laisser de traces. Il faut également se rappeler aussi que quand moi j'y suis allé, j'ai pris les mesures, il faut savoir que le caveau de Chase, en réalité, se trouve à peu près à 1 kilomètre, si on part de la baie d'Oystin, donc le cimetière de Christchurch se trouve à peu près à 1 kilomètre à l'intérieur des terres et à peu près à 250 mètres de hauteur hein, par rapport au niveau de la mer. Donc l'idée qu'avec l'océan, l'eau aurait pu s'infiltrer dans le caveau. Il est beaucoup trop haut, beaucoup trop loin à l'intérieur des terres pour imaginer une infiltration de ce genre. Est-ce que de l'eau venant de sources souterraines aurait pu pénétrer dans le caveau? On n'en a jamais trouvé la trace. Est-ce que, il y a l'histoire d'à un moment donné, on dit que le gouverneur a fait mettre du sable dans le fond du caveau et que lorsqu'on a réouvert le caveau, le sable était demeuré intact. Il faut savoir que ce détail-là n'est pas dans le récit original de Nathan Lucas. Il apparaît plus tardivement. Est-ce que cet événement-là a réellement eu lieu? Je ne pourrais pas le jurer. Mais une chose est certaine, il est difficile de croire qu'à chaque fois où on a ouvert le caveau, et comme je l'ai mentionné, parfois c'est quelques semaines seulement qui a séparé des inhumations, qu'on n'ait trouvé aucune trace de moisissure, qu'on n'ait pas trouvé d'eau à l'intérieur du caveau. L'hypothèse de l'eau me semble très improbable. Je me rappelle dans les années 70, en fait en 1975, il y avait un article qui avait été publié par George Owen, un type qui était le directeur de la New Horizon Research Foundation. Bon, pour le situer un peu dans le contexte pour les gens qui nous écoutent, ce George Owen est un spécialiste des poltergeists et c'est à lui que l'on doit l'expérience de Philippe le fantôme. On en a déjà parlé à l'émission, ce fantôme imaginaire que des gens avaient créé autour d'une table et la table bougeait, tout ça. Donc ce George Owen, en 1975, publie un article où il raconte sa visite au caveau de Chase, qui était à peu près donc 20 ans avant ma propre visite. Et là, Owen dit j'ai remarqué en visitant le caveau qu'il y avait de la maçonnerie qui avait été refaite, etc. Et il est possible que de l'eau se soit infiltrée par un tuyau. Lorsque j'ai visité le caveau, bien sûr, j'ai porté une attention particulière à cela. Donc, regardez s'il ne pouvait pas y avoir une source d'infiltration par une source d'eau autre que l'océan. Et est-ce qu'il y avait des tuyaux qui pouvaient passer derrière le mur d'enceinte du caveau? Et la réponse est non. Donc, encore une fois, on élimine une autre source d'eau possible pour déplacer les cercueils. D'ailleurs, quand j'ai parlé à George Owen, j'avais contacté Owen, il vivait à ce moment-là de mémoire en Alberta. Il avait vécu en Ontario et ensuite il vivait en Alberta. Quand je lui ai parlé, il me disait que lui-même, l'hypothèse de l'eau qui s'infiltre dans le caveau, il avait dû mettre un bémol sur cette hypothèse-là parce que plusieurs éléments étaient contradictoires. Alors, l'autre hypothèse qu'il me propose, il dit peut-être que des gens pouvaient pénétrer dans le caveau venant de l'extérieur du mur d'enceinte. Et là, ça peut paraître un peu compliqué, mais il faut savoir, et on le voit bien sur les photographies, j'ai mis une photographie, attends que je te dise ça, je crois, c'est la photo numéro 3, où on voit bien le caveau par rapport au reste des autres tombes qui sont dans le cimetière. Et on voit que le caveau de Chase est construit directement sur le mur d'enceinte. Si on va de l'autre côté de ce mur-là, on s'aperçoit que le sol est un peu plus bas à l'extérieur du cimetière que dans le cimetière. On a à peu près une différence de niveau d'à peu près 1 mètre.
Alors, on peut se poser la question, est-ce que quelqu'un de l'extérieur aurait pu percer un trou à travers le mur et pénétrer à l'intérieur du caveau, déplacer des tombes et ressortir ensuite? C'est peu vraisemblable. Et pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est je vois mal comment des gens auraient pu pénétrer de cette manière-là et ressortir sans laisser derrière eux, dans la maçonnerie, des marques de leur passage. Donc, il faut bien que quelqu'un rebouche le mur après, là. Donc, tu ne peux pas ressortir du mur et le boucher pour dissimuler l'intérieur quand tu te trouves à l'extérieur. Et comme on sait que Lord Combermere avait fait mettre ses sceaux dans le ciment qui scellait la dalle d'entrée, il faut imaginer que les Vandales, si Vandales il y a, ne sont pas passés par la dalle originale qui permettait d'accéder au caveau. Donc la seule autre source possible pour pénétrer dans le caveau, c'était le mur d'enceinte de l'extérieur, mais comme ce mur n'a jamais été endommagé, il n'y a aucune trace de fissure de travail quelconque. Donc, l'idée des Vandales semble très difficile à entretenir. Et on se dit aussi que s'il y avait eu des Vandales ou s'il y avait eu de l'eau à l'intérieur du caveau, on ne comprend pas pourquoi, selon les récits, tous les récits sont unanimes là-dessus, incluant celui de Nathan Lucas, que le cercueil en bois, le premier cercueil, celui de Madame Goddard, n'a jamais bougé. Donc, s'il y avait de l'eau qui s'infiltrait dans le caveau, il aurait dû également déplacer le cercueil de Madame Goddard, ou si c'était des Vandales, on ne comprend pas pourquoi les Vandales n'auraient pas touché le cercueil de Madame Goddard. C'est vrai que c'était la famille Chase, et surtout Thomas Chase, qui était un planteur local, était haï par les esclaves noirs, parce qu'on est quand même 80 ans avant l'abolition de l'esclavage, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on aurait pu s'attendre à ce qu'on se dise, bon ben voilà, on va s'attaquer simplement au cercueil de la famille Chase. Mais évidemment, les noms n'étaient pas écrits sur les cercueils, donc on s'imagine qu'un Vandale, et encore moins de l'eau, qui se serait infiltré dans le caveau, on ne comprend pas pourquoi le cercueil de Madame Goddard n'aurait jamais été atteint. Donc, on doit éliminer l'idée de l'eau dans le caveau semble improbable, l'idée des Vandales à peu près impossible. Alors, il nous reste quoi? Certains ont dit peut-être que lorsqu'un corps est en décomposition, il fait du méthane, et le méthane est un gaz qui va exploser au contact de l'air. Ah. Est-ce que les corps auraient pu, en décomposition, donc du méthane se formant, auraient pu déclencher des explosions qui auraient déplacé les cercueils? C'est beau comme ça, mais c'est peu probable parce que les cercueils, on n'a pas trouvé, si c'était un corps, par exemple, qui avait explosé à cause du méthane, il aurait fallu que l'explosion soit particulièrement importante pour déplacer l'ensemble des cercueils. Et or, quand on a vérifié les cercueils, jamais on n'a trouvé, le rapport de Nathan Lucas et les rapports qui ont suivi sont tous unanimes également là-dessus, on n'a jamais trouvé d'acte de vandalisme sur les cercueils. Donc, il est difficile d'imaginer qu'un corps explose dans un cercueil puis n'endommage pas le cercueil. Est-ce qu'il y aurait pu avoir des travaux d'excavation à l'extérieur du caveau qui auraient fait en sorte que ça aurait vibré? Là, tu vois, ça, c'est à peu près la dernière hypothèse, donc des travaux d'excavation à l'extérieur ou des micro-tremblements de terre. Mais on le voit, le caveau Chase, il est tout proche des autres caveaux. Ouais. Et aucun autre caveau n'a jamais été affecté par ce déplacement de cercueil. Et c'est tout sur le même concept, c'est-à-dire les enfants sur le dessus des autres cercueils? Exactement. Ah ouais. Et les autres cercueils, on a rapporté aucun autre mouvement de cercueil dans les autres caveaux. Donc, au moment où on se parle, moi, je dois l'avouer, Yannick, pour avoir visité les lieux, puis écoute, j'ai passé de longues heures à arpenter le caveau à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai vérifié la maçonnerie, j'ai fouillé dans les archives. Donc, et encore une fois, comme je le précise, j'ai retrouvé les actes d'inhumation, j'ai retrouvé les dessins originaux du déplacement des cercueils. Je n'ai pas trouvé d'explication qui permettrait d'expliquer de manière satisfaisante le mouvement des cercueils. Si tu me demandes ça, là, entre toi et moi, entre quatre murs, l'hypothèse que je favorise, c'est de l'eau dans le caveau. Ça me paraît être le plus vraisemblable, à moins de faire appel au surnaturel. Mais si je ne fais pas appel au surnaturel, il me reste quoi? C'est l'idée de l'eau dans le caveau. Mais en revanche, je dois bien admettre que cette hypothèse-là, elle ne repose sur rien. C'est mon choix personnel. Ça me fait plaisir de me dire ça doit être de l'eau. Mais je ne peux pas le démontrer d'aucune façon et je n'ai trouvé aucune source qui permet de croire que de l'eau aurait pu s'infiltrer de cette manière-là à l'intérieur du caveau. Les cercueils étaient avec quel matériel? En bois?
Les cercueils étaient en bois, mais le cercueil de M. Chase, lui, était en plomb. Et pourtant, il se déplaçait comme tous les autres. Et d'ailleurs, à une des ouvertures du sépulcre, je le raconte dans la petite capsule, il y avait des espèces de trous de chaque côté de la dalle. Et lorsqu'on a pénétré des bouts de bois pour essayer de soulever la dalle, le bois est arrivé, il cognait sur quelque chose. Et il a fallu ce n'est qu'en déplaçant la dalle qu'on a découvert qu'il s'agissait du cercueil de M. Chase qui était là et qui était au milieu de l'escalier. Puis là, on parle d'un cercueil en plomb. Et non seulement il n'était plus dans la chambre funéraire, il avait été littéralement déplacé jusque dans l'escalier. Donc, et bien sûr, la dalle, tu comprends qu'il y avait des anneaux qui étaient coulés dans le béton, qui permettaient de soulever la dalle, de la déplacer, mais tu comprends qu'il n'y avait pas de fissure, il n'y avait pas d'entrée qui permet, une fois que la dalle était en place, l'eau ne pouvait pas s'infiltrer à l'intérieur du caveau. Et si de l'eau s'était infiltrée, c'est difficile d'imaginer comment, en quelques semaines, de l'eau aurait pu monter à ce point dans le caveau, déplacer les cercueils, pour que 2 semaines après, au moment où on rouvre le caveau, il n'y ait pas de traces d'eau, il n'y ait pas de traces de moisissure, il n'y ait rien. Je ne l'ai pas trouvé, l'explication. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je n'ai pas cette prétention-là. Je n'ai pas, tu me connais assez bien depuis les années qu'on fait ces émissions-là, je n'ai pas tendance à favoriser le surnaturel. Mais j'avoue qu'ici, je me gratte la tête en tabarnouche. Le caveau Chase, je me suis brisé les dents sur cette histoire-là. Je ne l'ai pas trouvé la solution. Puis j'en parle avec connaissance de cause, puisque j'y étais dans le caveau. Donc, on ne peut pas me raconter n'importe quelle salade. Je sais à quoi il ressemble, le caveau, et comment il est fait, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Il y a quand même une petite anecdote que je dois te raconter à ce sujet-là. Je te parlais tantôt on a entretenu l'hypothèse que peut-être qu'il n'y avait pas de cercueil qui avait été placé dans le caveau. Et ça, c'est une hypothèse qui a été particulièrement entretenue par Joseph Nicholl, une des grosses pointures de l'Association sceptique américaine. Puis je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, là, je le dis bien, Joseph Nicholl, il fait quand même du bon travail. Mais dans le cas du caveau Chase, j'avais lu son récit, j'avais lu un peu l'analyse qu'il en avait fait. Quand je suis arrivé sur place, je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'erreurs, à la fois dans son descriptif, mais également de la façon dont il raconte que le caveau existe, où il est placé, comment il est situé. D'ailleurs, le caveau, il est situé presque dès que tu entres dans le cimetière de Christchurch, tu tournes à droite. Je pense que c'est le 3e caveau là, que tu rencontres. Et toute la description que Joseph Nicholl faisait du caveau, c'était un peu off, comme on dit. En 2002, je tombe sur j'assiste à un congrès sur les ovnis qui se tient à Rochester, dans l'État de New York, et je tombe nez à nez avec Joseph Nicholl. Et là, je sais qu'il y a peut-être des sceptiques qui nous écoutent, puis ils vont dire « Ah, tabarnouche, c'est pas le fun, ça, mais... » Je tombe nez à nez avec Joseph Nicholl, et là, je lui dis, vous savez, on commence à parler de l'histoire du caveau Chase, et lui, l'hypothèse qu'entretenait Joseph Nicholl, c'était de dire, il était convaincu qu'il n'y avait jamais eu de cercueil à l'intérieur du caveau, et il disait que cette histoire-là avait été inventée par des francs-maçons. Et l'hypothèse qu'il développe, c'est que dans le récit que Nathan Lucas fait de ces événements-là, le premier récit donc écrit de ces événements-là, Joseph Nicholl isole des mots. Il dit, c'est drôle, il y a des mots genre caveau, pierre, gouverneur, des mots qu'on retrouve dans une espèce de discours franc-maçonnique. Alors il dit, c'est peut-être une histoire tout à fait inventée par une communauté de francs-maçons à la Barbade pour effrayer les populations noires et superstitieuses. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, et j'ai découvert par la suite que Joseph Nicholl les aime beaucoup, les francs-maçons. Dès qu'ils se trouvent en présence d'une énigme qu'ils n'expliquent pas, c'est des francs-maçons. Donc les francs-maçons, c'est le caveau Chase. Les francs-maçons sont derrière également le Money Pit, à Oak Island, dont on a déjà parlé. En fait, les francs-maçons sont toujours l'explication que quand lui en trouve pas une, ça devient des francs-maçons. Donc, on parle de ça, je lui dis qu'à mon avis, son histoire de franc-maçon est complètement loufoque. Et je lui dis également que j'ai trouvé les actes d'inhumation. Donc, les gens, il y a bel et bien eu des inhumations dans le caveau Chase. Et là, écoute, Joseph Nicholl m'avoue que lui n'a jamais mis les pieds à la Barbade, que tout son travail d'investigation repose essentiellement sur un contact qu'il avait à la Barbade, qui lui a dit
qu'il avait fait des recherches aux archives, qui lui a dit qu'il n'avait pas trouvé d'acte d'inhumation, qui lui a dit, bref, qui lui a dit ceci, qui lui a dit cela. Et quand je dis à Joseph Nichols, je dis, visiblement, ce travail-là a été mal fait parce qu'il m'a fallu à moi, à peu près avec les archivistes locaux, lorsqu'on est arrivé, puis on a commencé à feuilleter les documents qui dataient de l'époque, donc 1820, à peu près les actes d'inhumation, il nous a fallu, écoute Yannick, peut-être une demi-heure au maximum pour trouver finalement le registre qui contenait les actes d'inhumation. Et quand je dis à Nichols que son conseiller ou son aide de camp qui se trouvait à la Barbade avait visiblement fait un peu les coins ronds, Joseph Nichols m'a dit « j'en ai rien à cirer ». Oh. Et ça m'a énormément déçu. Encore une fois, je le dis, il fait un bon travail. Il a écrit notamment un livre sur Investigating Ghosts, enquêter sur les histoires de fantômes ou la science des fantômes, un truc semblant, qui est très, très bien. Il fait vraiment un bon travail. Mais quand il me dit comme ça, candidement, je lui dis, bon, on a les actes d'inhumation, j'ai trouvé également les dessins originaux qui montrent que les cercueils se déplaçaient. Et là, qui me dit comme ça, avec une espèce de sourire un peu narquois, j'en ai rien à cirer, ça me fait perdre un peu l'estime que j'avais du bonhomme en question. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que l'énigme du caveau Chase, je ne l'ai pas résolu. Donc, dans mon livre, là, ça fait check dans la petite boîte. Là, celui-là, je ne le sais pas encore. C'est sûr qu'il y a eu d'autres histoires semblables. Il y en a une notamment qui a été rapportée en mer Baltique aux alentours de 1844-1845. On a raconté une histoire également de caveaux, des cercueils se déplaçaient. Mais quand on regarde le compte-rendu de cette histoire-là, il s'agit clairement d'une copie de l'histoire du caveau Chase. Donc, on a simplement repris les mêmes événements. Au lieu de mettre du sable, on met de la cendre sur le sol. Puis là encore, c'est une famille aisée. Donc, on reprend les mêmes éléments. Puis cette histoire-là se passe quelque part sur une île de la mer Baltique. Mais c'est clair, cette histoire-là est clairement une invention inspirée de l'histoire du caveau Chase. Donc, l'histoire du caveau Chase reste à peu près unique. Et à défaut, puis c'est sûr que c'est un événement qui date quand même de 200 ans. Là. Donc, avec les années qui s'écoulent, la possibilité de trouver éventuellement un document qui aurait échappé aux archivistes, qui aurait échappé aux historiens, qui permettrait de trouver une solution logique. Parce que bien sûr, si tu fais intervenir le surnaturel, tout est possible avec le surnaturel. Mais si tu essaies de faire intervenir une solution là, terre à terre, la seule que je continue d'entretenir, même si je n'ai pas de preuves, c'est que quelque part, de l'eau devait s'infiltrer dans ce dernier caveau et faire bouger les cercueils. Mais malheureusement, je n'explique pas d'où pouvait venir cette eau, je ne sais pas comment elle aurait pu s'infiltrer, et surtout, je n'explique pas pourquoi cette eau, si on se réfère au récit, comment cette eau aurait épargné le cercueil de Madame Godard, qui était un cercueil en bois tout à fait conventionnel, il n'y avait rien de particulier. Pourquoi ce cercueil ne s'est-il jamais déplacé? Et ça fait partie de tous les comptes rendus de ces événements. Donc, voilà une belle énigme historique, l'histoire du caveau Chase. Quelque part, quelqu'un connaît la réponse. Ah, peut-être, oui, c'est Unsolved Mysteries. Radio X Files. Radio X. Énormément de réactions, mon cher Christian, concernant l'étrange caveau de Chase. Les gens l'ont bien aimé, cette histoire-là. J'espère qu'un jour, ça fera partie d'un de tes livres. Mais ça a déjà fait partie d'un de mes livres. Oui. J'ai déjà évoqué cette histoire-là, bien sûr. Dans un de, je pense, c'est l'enquêteur du paranormal, 1 ou 2, je pense, j'avais évoqué l'histoire du caveau Chase. C'est une histoire qui est vraiment extraordinaire. Et en conférence, j'ai fait 2 conférences qui s'intitulaient mes dossiers X. Ce sont des dossiers sur lesquels je me suis buté, pour lesquels je n'ai pas trouvé d'explication. Donc, parce que non, je n'ai pas des explications toujours. Là, il y a parfois des énigmes qui m'ont résisté. Et dans l'une de ces conférences, j'avais justement un volet qui était consacré au caveau Chase. Donc là, les gens qui étaient en salle, qui ont assisté, je l'ai donné cette conférence à Québec et également à Montréal. Donc, j'avais des photographies de l'intérieur. J'avais même un petit film où on descendait dans le caveau, puis on allait dans la chambre funéraire. Et ce que je racontais aux gens, c'est que malgré les années écoulées, j'ai repensé souvent à cette histoire-là. Puis j'ai des plans intérieurs, extérieurs du caveau. Puis j'ai beau essayer de jongler avec l'ensemble des solutions possibles. Mis à part l'eau qui aurait pu s'infiltrer dans le caveau, même si je n'ai pas trouvé la source, ça me semble la seule solution possible. Les autres, j'ai dû les écarter. Mais bien sûr, il y a toujours la solution du surnaturel.
à laquelle je laisse les gens qui nous écoutent libres d'y faire appel ou non. Parfait. Maintenant, on parle du segment Daryl Hannah. C'est ça? Ma petite sirène? Je me demandais où tu t'en allais, là. Alors qu'on a une émission chargée ce soir. Daryl En Hannah. fait, c'est ça. Je voulais répondre à une question une dame m'a écrit en me disant qu'elle avait vu un documentaire sur les sirènes. C'est pas la première qui m'écrit à ce sujet-là. Donc, elle a vu ça à Discovery. Et là, elle me dit, c'est un documentaire sur les sirènes. On avait trouvé un corps de sirène, etc. Écoute, pour le bénéfice de nos auditeurs, hein, pour le plaisir de la chose, on écoute la bande-annonce de ce documentaire présenté sur Discovery Channel. I was never a believer in conspiracy theories. But what we were looking at was a mermaid. Mermaids, The Body Found. World premiere Sunday, May 27th at 9. Only on Animal Planet. C'est intriguant. Donc, comme le dit la bande-annonce, c'est un documentaire qui a été présenté initialement sur le réseau Animal Planet et ensuite qui a été repris sur Discovery. Puis, il faut savoir que Animal Planet, c'est la chaîne animalière du réseau Discovery. C'est un documentaire qui a été présenté initialement en 2012 et qui, depuis, a eu plusieurs rediffusions. Donc, ce documentaire, ça nous parle du corps d'une sirène, là, une sirène comme on pense, là, Daryl Hannah, là, retrouvée sur une plage. Et puis là, bon, on a un film qui aurait été tourné par des gens qui passaient par là avec une espèce de téléphone portable. Ils auraient réussi à prendre quelques images avant que des chercheurs arrivent et puis s'emparent de la carcasse. Donc, on suit l'ensemble de ce travail-là. Et là, on a des intervenants, des chercheurs qui ont travaillé sur le corps de la sirène, dont on entend un dans la bande-annonce, hein, qui dit, bon, j'ai jamais été partisan des théories du complot, mais là, clairement, ce que j'avais sous les yeux, c'était le corps d'une sirène. Malheureusement, et je le dis et je n'insisterai jamais suffisamment là-dessus, malheureusement, c'est un faux documentaire. C'est ce qu'on appelle un documentaire en français. Hein? Donc, tout ça est présenté comme si c'était vrai, mais tout ce que vous voyez là-dedans, les films d'archives, les experts, ce sont essentiellement des comédiens. Tout ça a été remonté de manière à présenter ça comme un documentaire. Et cette histoire-là du corps de la sirène retrouvée en Mermaids, The Body Found, ça a soulevé énormément de questionnements éthiques sur la chaîne Discovery. Quand le réseau a présenté pour la première fois ce documentaire-là, moi, écoute Yannick, quand j'étais gamin et je regardais quelque chose à la télé, si on disait entre nous « Hey, on a vu ça à Discovery Channel », c'était forcément vrai. On l'avait vu à Discovery Channel. Ben oui. Et là, voilà que ce documentaire-là est présenté. Évidemment, c'est de la foutaise. Et les gens qui étaient abonnés au réseau, bien sûr, de nombreux téléspectateurs ont écrit à la chaîne en disant « Écoutez, mais c'est quoi ça? Vous êtes Discovery Channel et là, vous présentez un faux documentaire sur les sirènes. Mais qu'est-ce que vous faites? » Et la réponse du réseau a été simplement de dire que ce documentaire a été présenté initialement sur Animal Planet et au moment de sa diffusion originale en 2012, il a attiré plus de 2 millions de téléspectateurs. Et uniquement sur la foi de cet auditoire, ça justifiait Discovery d'avoir fait ce faux documentaire. Ça a choqué plusieurs parce que, bon, évidemment, on rend floue la frontière entre le documentaire et la réalité. Si on nous présentait un faux documentaire, et là je veux pas faire de l'élitisme, mais si on présentait un faux documentaire à Z-Télé ou à, tu comprends, ou à un autre canal spécialisé, je sais pas moi, Historia, on le sait, bon, nos ancêtres les extraterrestres et à la recherche d'Adolf Hitler, là. Si on nous présentait un faux documentaire sur un réseau comme celui-là, ben, disons que ça serait déjà à moitié pardonnable. Mais qu'on nous présente un documentaire comme celui-là à Discovery, moi j'avoue que j'ai été ébranlé. Et malheureusement, Discovery et Animal Planet ne se sont pas limités à ce documentaire Mermaids, The Body Found.
l'auditoire a été tellement important avec la diffusion de ce premier documentaire qu'on a récidivé l'année suivante avec un autre documentaire, faux documentaire bien sûr, dans le même genre, qui s'appelait Mermaids, The New Evidence, où là encore on reprenait l'histoire et là il y avait un type d'un sous-marin qui avait filmé la main de la mermaid sur l'un des hublots du sous-marin. Et là on en rajoute, après ça, un an plus tard on fait Mégalodon. The Monster Shark Lives, le mégalodon bien connu là, des auditeurs probablement depuis 2 ou 3 ans, depuis la sortie du film Meg avec Jason Statham. Donc c'est l'ancêtre du requin blanc, mais tu sais, qui faisait un truc comme 40 mètres de long, là, une espèce de monstre épouvantable. Donc, on nous présente un documentaire en nous disant, voilà, le mégalodon serait encore vivant aujourd'hui. Et là, on nous montre encore là des experts, des faux films, des photos truquées, tout ça pour étayer l'hypothèse que le mégalodon aurait survécu depuis la préhistoire et serait encore présent dans nos océans. Et on y va également avec un autre faux documentaire l'année suivante, Shark of Darkness, Rat of Submarine, le requin de l'ombre et la vengeance de sous-marin. Sous-marin, c'est le nom du requin parce qu'il est gros comme un sous-marin au large de l'Afrique. C'est un faux documentaire. Jusque-là, tu dis, bon, on commence à s'y faire. Discovery nous montre des faux documentaires, c'est un peu poche, mais bon, on comprend, c'est l'auditoire, puis bon, une fois que tu as franchi la marge, ben là, tu dis, on peut s'attendre à tout. Là où c'est plus attristant, Discovery, toujours dans la même foulée des faux documentaires, on nous présente un documentaire qui s'appelait Russian Yeti, The Killer Lives. Le Yeti russe, le tueur vit toujours. Oui. Et ce documentaire-là, écoute, c'est à la fois un mélange. On a pris une vraie histoire, et on en a déjà parlé à l'émission, une histoire qui est fascinante, qui est l'histoire du col Dyatlov. Ce sont ces randonneurs, ces 9 randonneurs qui ont trouvé la mort en février 1959 et qui sont morts dans des conditions assez extraordinaires. Et on en a encore parlé il y a quelques semaines parce que les autorités russes avaient rouvert l'enquête après 60 ans et eux sont arrivés à la conclusion que les jeunes avaient fui comme ça leur tente parce qu'ils ou bien ils avaient été balayés par une coulée de neige ou parce qu'ils avaient cru une avalanche imminente. Mais bref, c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Et dans ce documentaire, Russian Yeti, The Killer Lives, là, il y a des victimes. Quand même, ces 9 randonneurs, c'est des gens vivants. Ils avaient de la famille. Il y a encore, probablement que certains d'entre eux ont encore de la famille en Russie. Et là, on nous raconte que ces gens-là auraient été tués par un Yeti. Ils auraient été attaqués par un Yeti. Et là, on nous mélange des photos, des éléments vrais, des éléments faux. Là, j'avoue que sur le plan éthique, c'est déjà un faux documentaire à Discovery. On pouvait se questionner sur l'éthique. Mais là, un faux documentaire à Discovery qui mélange des éléments vrais, des faux éléments, et dans lesquels événements il y a eu de véritables victimes. Là, écoute, on n'est pas loin du fond du tonneau. Donc, non, Discovery, avec ses documentaires sur les sirènes, ce n'était pas la réalité, mais des faux documentaires. Des documentaires, et je peux te prédire qu'au cours des prochaines années, il y en aura de plus en plus de ces faux documentaires. Daryl Hannah dans Splash, mon premier fantasme. Ah, moi tu vois, c'était thème avec Baudérec. Au moins, c'était des êtres humains. Ah oui, écoute. Oui. Suggestion de cadeau de Noël en terminant, cher ami? Écoute, il nous reste quelques minutes et je sais qu'il nous reste à peu près 2 semaines avant Noël et comme beaucoup de gens vont probablement magasiner leurs achats de Noël en ligne, je me suis dit on va prendre quelques minutes de l'émission pour souligner de mon côté quelques livres qui ont été publiés cette année et qui, à mon avis, méritent le détour. Donc, si vous nous écoutez et que vous avez envie d'offrir de la lecture à vos proches ou aux amis, je vous donne quelques choix de lecture. À mon avis, en 2020, le meilleur livre qui a été publié en français, c'est Les ovnis au Québec. Par Christian Page. Alors, soyez nombreux. Donc, c'est mon premier choix. Mais bon, trêve de plaisanterie, il y en a quand même d'autres ouvrages très importants qui ont été publiés cette année. Et donc, il y en a un qui s'intitule « Hantise et apparition » qui a été écrit par Mallory Clément, qu'on a déjà reçu à l'émission. Un enquêteur témoin, je l'ai devant moi. C'est un excellent ouvrage
qui, Mallory Clément s'intéresse aux phénomènes paranormaux, principalement les phénomènes de hantises et de fantômes, comme le dit le titre du livre, mais c'est un type qui, je te dirais, et sans être un croyant, il n'est pas non plus un sceptique, c'est-à-dire qu'il est plutôt très rationnel dans son approche et il ne manque pas de tirer des flèches envers les trop sceptiques ou les trop croyants. Donc, il se situe exactement à la frontière, il comptabilise et il présente un tableau relativement exact de l'état actuel de la recherche dans le domaine de ces phénomènes mystérieux que l'on attribue à l'au-delà, que ce soit les hantises ou les maisons hantées ou tous ces autres phénomènes-là. Donc, hantises et apparitions, Mallory Clément, c'est aux éditions JMG, très intéressant. Autre ouvrage très important, à mon avis, que les gens devraient se procurer avant de dire n'importe quelle bêtise. Il a été écrit par Hervé Gagnon, qui est un bon ami à moi, qui est un auteur québécois. Il a écrit un livre qui s'intitule « La franc-maçonnerie en 25 questions ». C'est aux éditions Les Heures Bleues. C'est un petit ouvrage, Yannick, très, très beau, belle photographie couleur, beau papier glacé. C'est une toute petite planchette, 25 questions à propos des francs-maçons, avec des réponses claires et simples. Et je pense que tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à ce phénomène des francs-maçons doivent se procurer cet ouvrage-là. Il répond de façon succincte aux grandes théories du complot qu'on peut se poser à propos des francs-maçons. C'est clair, c'est beau, c'est bien présenté, beau papier glacé, et ça nous donne une bonne idée de ce qu'est vraiment la franc-maçonnerie. Donc, encore une fois, Hervé Gagnon qui est bien connu au Québec pour des polars, il écrit des polars historiques. Hein. Il en a écrit un d'ailleurs, on s'était rencontrés parce que, je pense que notre première rencontre, c'était suite à la sortie d'un de ses romans historiques dont la trame tournait autour de Jack l'Éventreur. Donc, Hervé Gagnon, la franc-maçonnerie en 25 questions, c'est aux Heures Bleues. Vraiment, ça vaut le détour si les sociétés secrètes vous intéressent. C'est une façon simple d'aborder la question de la franc-maçonnerie. Et puis, du côté anglophone, pour ceux qui sont plus familiers avec la langue de Shakespeare, il y a deux ouvrages qui valent le détour. Le premier, c'est un ouvrage qui s'intitule « Poltergeist », qui est écrit par John Fraser. Cet ouvrage-là, il est aux éditions, attends une seconde, je l'ai entre les mains, je te dis ça tout de suite, aux éditions Sixth Books. Et c'est un ouvrage qui présente divers cas de poltergeist avec des approches très critiques, rationnelles, mais qui n'excluent pas le surnaturel, hein, et qui d'ailleurs reconnaît que plusieurs cas de poltergeist sont sans explication. Donc vraiment, et à mon avis, dans les phénomènes dits de hantise, maison hantée, je pense, et je l'ai souvent répété, que les phénomènes de poltergeist sont probablement les plus intrigants. Et John Fraser présente un excellent tableau des phénomènes de poltergeist. Donc cette fois-là, malheureusement, essentiellement en anglais, Poltergeist, John Fraser. Et on termine avec The Ghost Studies. The Ghost Studies, dernier ouvrage, Brandon Marsuello. C'est aux éditions, attends une petite seconde que je te dis ça, chez Carrier Press. C'est disponible évidemment en ligne sur Amazon, tout ça. Ça s'appelle The Ghost Studies. Et l'auteur trace un tableau à la fois historique et actuel des phénomènes de fantômes, quelles sont les différentes approches proposées par les chercheurs en parapsychologie, quelles sont les études qui ont été menées sur ces phénomènes-là, et quels sont les phénomènes naturels qui pourraient expliquer un certain nombre de phénomènes de hantise, comme, et on en a déjà parlé à l'émission, ces fameuses terreurs nocturnes, les paralysies du sommeil, donc toutes sortes de phénomènes naturels, mal compris ou peu compris par les gens et qui nous amènent peut-être à déborder du côté du surnaturel, alors qu'il existe peut-être des explications rationnelles. Mais encore une fois, l'auteur le rappelle, ça n'explique pas tout. Donc, il faut prendre toujours ces récits-là avec une certaine prudence et essayer de sous-peser le pour et le contre, comme on essaie de le faire dans l'émission. Donc, The Ghost Studies de Brandon Massulo. J'ai mis tes suggestions sur la page Facebook de Radio X-Files. De belles idées cadeaux. De belles idées cadeaux. Ben, j'espère. Surtout OVNI au Québec de Christian Page, ça c'est vraiment très très excellent. Ah ouais, tu l'as lu? Oui. Oui, c'est très très bien. On revient tout de suite. Radio X-Files. Radio X. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. 19h52, la semaine prochaine, ce sera déjà la dernière émission de Radio X-Files pour l'année 2020. Ah, tu vas me manquer pendant le temps des fêtes. Tu vas me tirer une petite larme. Je pense que je vais réécouter les podcasts qui sont disponibles sur la page Facebook Radio X-Files juste pour penser à toi.
Bon. Écoute, je regardais les commentaires des gens. Je pense que ça a été une bonne idée de mettre les photos du caveau Chase. Je vois que ça a suscité beaucoup d'intérêt de voir les photos parce que les gens peuvent suivre un peu l'histoire en regardant les images. Et il y a une dame qui m'écrit en me disant, si le caveau est toujours là, est-ce qu'on peut voir, on pourrait regarder si l'eau s'infiltre dans le caveau? Évidemment, on pourrait faire ça, mais comme le caveau, il n'y a plus de dalles qui le protègent, donc son entrée est ouverte aux intempéries. Donc évidemment, quand il pleut, l'eau entre dans le caveau et il est tellement endommagé. Écoute Yannick, aujourd'hui, là, si tu voyais le caveau, là, moi les photos, on voit les piliers qui sont autour, il y a comme des espèces de petites fenêtres, petites fenêtres là, sur le fronton du caveau. Tout ça n'existe plus aujourd'hui. Donc les piliers ont été renversés, les espèces de petites fenêtres ont été complètement saccagées. En fait, il est méconnaissable, en fait, le caveau Chase, et c'est très dommage que les gens l'aient endommagé de cette manière-là. Mais bien sûr, il est toujours là dans le cimetière de Christchurch, mais aujourd'hui, il est tellement endommagé qu'on ne pourrait pas mener une expérience qui serait relativement significative pour essayer de comprendre qu'est-ce qui aurait pu se produire pour que les cercueils se déplacent à l'intérieur du caveau. Je pense que ce qui me surprend dans toute cette histoire-là, puisqu'on sait qu'encore une fois, tu t'es déplacé pour constater ça sur les lieux, ce qui me surprend, c'est toi, en fait. T'as pas pensé à dormir là? Non. Parce que d'habitude, ce serait ton genre. Oui, effectivement, non, j'ai pas pensé de dormir dans le caveau Chase. Puis écoute, quand j'y suis allé, c'est amusant parce que tu arrives là, c'est presque, je m'attendais quasiment à une attraction touristique, mais non, je rentre dans le cimetière, écoute, il n'y a pas personne là, puis là, il m'a fallu quelques minutes pour localiser le fameux caveau. Il y a une église qui est située juste à côté. Il n'y avait personne à l'église, et puis bon, le caveau était là. Et on voit que au moment où tu arrives au pied de l'escalier, il y a une grille qui autrefois devait interdire de pénétrer dans la chambre souterraine, mais tu vois que l'armature en acier a été brisée, il y a belle lurette là, de ça, tout ça est brisé. Donc la porte est encore là sur ses gonds, je ne sais pas si elle l'a encore aujourd'hui, la porte, le grillage est encore là sur ses gonds, mais ce qui empêchait, là, le cadenas qui empêchait de pénétrer à l'intérieur, tout ça, toute cette armature-là était brisée. Donc là, je suis rentré dans le caveau, mais il n'y avait personne, donc je suis resté là, je te dirais grosso modo, 4 ou 5 heures à peu près, à faire le tour du caveau. J'ai même dessiné des plans. J'ai fait sortir également des plans des archives. Et il n'y avait personne. C'était pas l'attraction touristique. Là. Les gens ne se déplacent pas pour aller voir le caveau Chase. Je devais être le seul illuminé du coin qui était là pour ça. C'était pas facile à trouver d'ailleurs. C'est un endroit qui est assez isolé. Ouais. Quand je arrivais là, puis je parlais aux gens, le caveau Chase. Quelques-uns connaissaient l'histoire, mais c'était pas, comme je te dis, là, c'était pas le sujet de l'heure. C'était pas pour les locaux, là, le caveau Chase, non, c'est ça. Écoute, tu sais, parce que c'est mythique. Hein? Moi, j'étais faire la route 66, puis être sur la route 66, c'est mythique. Puis à un moment donné, je vois une grosse bâtisse où c'est écrit « Elvis a déjà arrêté ici ». Oui. Puis là, je prends ma moto, je tourne la prochaine sortie, je me dis, je vais aller manger puis prendre un verre à l'endroit même où Elvis est allé s'asseoir. Puis quand je me suis approché de la bâtisse, sais-tu qu'est-ce qui était écrit en très pâle? Non. Elvis Presley, never stop here. OK. C'est le never qui est en très pâle. Ah. Mais de l'autoroute, tu voyais clairement qu'Elvis était arrêté là. OK. Elvis has left the building. Ça enlève un peu de charme, tu sais, c'est ça, à bien l'histoire sûr. que tu te fais dans la tête. Christian, je te souhaite de passer un beau week-end puis une belle semaine. On se rejase vendredi prochain. Oui, absolument. Donc, salut, mon ami. bon week-end à tout le monde. Bye Ciao. bye.